Noyon-Oise. Je peux faire un petit préliminaire très rapide. C'est libre. Soyez rapide quand même, parce que si chacun fait un préliminaire, on ne va jamais arriver au bout. Il y a 3 ans, vous avez sorti un livre qui s'appelait « France, lève-toi et marche ». Et en exergue, il y avait une phrase de Gandhi, que je répète. D'abord, ils vous ignorent, ensuite, ils se moquent de vous, puis ils vous combattent, et après, vous gagnez. Au vu de l'émission de dimanche dernier, France Inter, et de Bourdin jeudi, je trouve que là, ils vous combattent. Hein. Alors j'ai 2 questions. Par rapport au CSA, comment vous allez faire pour le temps d'antenne pour les européennes? Parce que là, Macron prend toute la place. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que d'autres partis politiques... voilà. Et deuxièmement, concernant l'Europe. L'Europe, on verse 22 milliards, on en récupère 9 ou 10 milliards. Comment ça se fait concrètement de récupérer cet argent? Merci. Et en combien de temps? On passe aux autres questions. Il y a monsieur là. On va grouper plusieurs questions. On groupe plusieurs questions. On essaie de poser une seule question. Et puis si on en a une deuxième, on la passe à son voisin. Concrètement, pour l'agriculture, qu'est-ce que vous prévoyez? Bien. Qu'est-ce que vous préconisez? D'accord. 3e question. Au bout de 3, j'ai plus de mémoire. Alors, une dame. Il n'y a pas de dame qui a parlé. Beaucoup. Ah. Il y a toujours une dame quelque part. Oh oui. Et s'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas eu de gilet jaune. C'est pas contre vous, messieurs, hein, mais elles ont été formidables. Exactement. Alors voici ma question. Pourquoi toujours aucune... Blablabla, je recommence. Et on reprend. Pourquoi toujours aucune égalité homme-femme dans les salaires, les droits, le statut, sans oublier la sécurité? Et surtout, ne touchez pas à la pension de réversion. S'il vous plaît. Alors, on va commencer. Il y a beaucoup de questions. Vous auriez pu ajouter le voile qu'on veut mettre sur nos petites filles. Et là, je vais dire merci aux Français qui m'ont soutenu contre la société Decathlon et qui a été obligé de reculer. Et on peut être fier de la France, et notamment pour vous, mesdemoiselles, parce que si les Français n'avaient pas été derrière nous, Decathlon vendait le hijab, et moi j'ai pas envie de voir mes filles voilées dans 20 ans, de force. Voilà, bon, ça c'est une parenthèse sur le droit des femmes. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Madame Schiappa, célèbre ministre des droits des femmes, on ne l'a pas entendue là. Elle a mis 24 heures à réagir. Bon, passons. Il y a des questions graves qui sont posées, il y en a tellement déjà. Je vais essayer de commencer par vous, Madame. Sur la question de l'égalité des salaires, ce que j'avais proposé à la présidentielle, c'est un bonus-malus. C'est-à-dire un vrai bonus-malus. Il y a des entreprises qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y a eu déjà des choses de faites, il ne faut pas exagérer, il y a eu des progrès de fait, mais on en est encore très loin. Et le deuxième point, c'est la question des retraites. Et là, il y a une menace énorme. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a reporté la réforme des retraites, comme la réforme de l'allocation chômage, après les européennes. C'est pas par hasard. Et vous avez vu ce qu'a dit M. Delevoye sur les pensions de réversion. À travers la retraite à points, ils veulent mettre fin aux pensions de réversion, ou du moins les édulcorer. Ça va être terrible pour les femmes. Les femmes qui ont déjà moins travaillé que les hommes quand elles ont eu des enfants, quand elles ont eu des périodes d'arrêt, et qui vont être extrêmement pénalisées par la réforme des retraites. Voilà pourquoi Emmanuel Macron la cache, cette réforme des retraites. Et je le dis très clairement sur les pensions de réversion, il va falloir se mobiliser terriblement, et vraiment, il y a un énorme boulot à faire. Dernier point sur les retraités. Il a fait semblant d'entendre les retraités à travers l'annulation d'une partie de la hausse de la CSG. C'est bien, c'est toujours ça de prix. Mais la vraie question des retraités, c'est la désindexation des pensions de retraite. C'est le premier gouvernement, il faut que vous le sachiez quand même, c'est le premier gouvernement qui assume à 100% la désindexation des pensions de retraite. Ça veut dire que les retraites n'évoluent plus au rythme de l'inflation. Ça veut dire que même un agriculteur, il y en a ici sans doute. Derrière toi, 570 €, on va pas le montrer, parce que 500, il me l'a dit tout à l'heure, 570 €, et là, il a même plus l'indexation. 570 € de retraite, eh bien, avec ce gouvernement, il n'y a pas d'indexation. Ça veut dire que chaque année, il perd 2% de pouvoir d'achat. C'est une honte. Et ça, c'est une mesure que pouvait tout de suite prendre le président de la République. Et je vais vous dire pourquoi il ne l'a pas pris. Et ça renvoie à la question que monsieur posait de l'Oise. C'est parce que c'est un engagement vis-à-vis de Bruxelles.
C'est-à-dire que le gouvernement a dit à la Commission de Bruxelles, on va réduire les retraites. Et il ne veut pas revenir sur cette désindexation parce que sinon ça veut dire que Bruxelles va lui taper sur les doigts. Ce qui prouve bien que le débat européen est absolument central. Et je veux vous dire une chose très claire, très simple. Si on veut traiter les causes de la crise des Gilets jaunes, mais qui est la crise des Français, parce que vous avez été ceux qui ont porté les revendications des Français. Si on veut résoudre la crise des Gilets jaunes, et je sais que vous en avez autant marre que tout le monde des manifestés, vous attendez des solutions. Vous manifestez pas par plaisir. Vous manifestez parce que vous attendez des solutions et qu'on arrête de faire semblant. La crise des Gilets jaunes, sa cause, si on analyse bien, elle est en partie, pas seulement, il y a des causes nationales et il y a des causes européennes. Quand il y a des travailleurs détachés qui viennent avec des camions et qui ne payent pas les charges sociales, comment l'artisan du coin il peut y arriver? Quand on signe un traité de libre-échange sur les produits agricoles, le CETA, et qu'on négocie avec les pays d'Amérique du Sud pour importer du bœuf, qui est plein de produits chimiques qui sont interdits en France, à nos agriculteurs. Il y a des éleveurs derrière. Il y a des éleveurs, je ne sais pas où, on va en parler. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment voulez-vous que l'éleveur du coin ou l'agriculteur du coin puisse être compétitif quand de la viande arrive du Canada ou du Brésil 30% moins cher? Je suis certain, et on en parlera, que l'éleveur qui est ici, il est prêt à affronter la concurrence. Les Français ne sont pas des trouillards, les Français sont combatifs et sont performants. Mais on ne peut pas leur mettre des sacs pleins de pierres dans le dos et puis leur dire de courir face à quelqu'un qui est dopé. Et pourquoi je combats ce gouvernement et ce président? C'est parce qu'ils ne traitent pas les causes des problèmes. Et parce que la plupart de la classe politique a accepté des traités européens qui nous mettent en situation de concurrence déloyale. Vous l'avez sur l'agriculture avec le traité de libre-échange avec le Canada, avec les produits qui sont autorisés en Belgique. Bah, vous êtes tout près ici. Hein. Produits chimiques qui sont autorisés en Belgique, pas en France. En Espagne, pas en France. Comment voulez-vous être compétitif? La surapplication des normes européennes, en fait. Hein. Il y a des normes européennes, et en France, on les surapplique. Et on se crée, c'est mon cousin qui m'expliquait ça tout à l'heure, on se crée des désavantages compétitifs par rapport à l'Allemagne, mais par plaisir. C'est quelque chose de dingue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des... Attends, j'ai pas fini juste sur un point, parce que je veux répondre aux questions, parce que vous ne croyez pas que je fais du Macron à délayer et à pas répondre. Donc je vais être très précis. Je vais être long, mais je vais être précis quand même pour monsieur et monsieur. Donc, sur ce que je veux expliquer, c'est que si on ne change pas les traités européens, qui ont supprimé les frontières, immigration, qui ont mis en place la concurrence déloyale, travailleurs détachés, et pas les mêmes normes, qui incitent à la délocalisation d'entreprises, qui fait que on ferme des centrales nucléaires qui marchent très bien pour mettre des éoliennes de merde, pardonnez-moi. Je suis désolé de le dire, j'espère que je ne vais pas fâché avec des maires du coin. Ah non, pas du tout. Et Macron qui veut tripler le nombre d'éoliennes. Et qui ne permettent pas d'ailleurs de combler l'électricité. Bref, on pourrait parler des éoliennes des heures. Si on ne traite pas les causes européennes du problème français, on continuera à voir baisser les salaires, les retraites, notre pays s'appauvrir, et on n'y arrivera pas. Et ça ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus pour répondre à monsieur, je fais une réponse groupée, qu'on est contre l'Europe. Moi, j'en ai par-dessus la tête qu'on nous accuse d'être anti-européens parce qu'on refuse l'Europe des lobbies financiers, l'Europe de la concurrence déloyale, du nivellement par le bas. Tous les Européens en pâtissent. En fait, c'est le retour de l'esclavagisme. C'est ça ce qui se passe. C'est un retour d'un système esclavagiste. Et les Français qui avaient conquis des droits, qui avaient des normes sociales, environnementales fortes, sont les premiers lésés. On est en train de détruire le combat de nos ancêtres. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Europe. Et donc quand on vous dit à la télévision ou des adversaires, ah, M. Dupont-Aignan, il est contre l'Europe, debout la France est contre l'Europe, pas du tout. Le général de Gaulle avait négocié une politique agricole commune où il y avait un tarif de protection douanière, où il y avait des prix garantis, où il y avait des quotas. C'est-à-dire, on réglemente un minimum, on n'est pas dans la jungle. Et l'Europe que je veux, et c'est ça qui est important pour l'agriculture, c'est qu'on revienne à des protections minimum. Ça ne veut pas dire la bureaucratie, ça veut dire simplement une règle du jeu. Est-ce que vous jouez au foot, et je conclurai là-dessus, sans arbitre, en donnant des coups de pied dans les tibias,
si on était à la Coupe du Monde comme ça, ben, ça serait annulé. Or, la mondialisation qui a été créée, qui a été acceptée par nos élus, entre nous, les Républicains, l'UMP avant, les socialistes et Macron poussé à son terme, c'est ça. C'est un jeu de foot sans arbitre, sans règles. Et nous, on est les plus honnêtes dans ce jeu. On ne peut que le perdre. Et ça se paye comment? En chômage, en détresse humaine, en misère humaine. Alors après, et je finis, il y a d'autres causes, on va en parler, qui sont des causes nationales. C'est qu'en plus, on a eu des très mauvais qui nous gouvernent, et qui gouvernent que pour les métropoles, que pour leurs amis, etc. C'est un autre sujet. Mais comme il y avait une question sur l'agriculture, une question sur l'Europe, ce que je veux vous dire, et vous lirez notre projet, c'est qu'on peut tout à fait construire une Europe respectueuse des peuples, si on remet de la démocratie, c'est-à-dire si on rend aux nations la maîtrise de leur destin. Ce qui n'interdit rien de faire des projets européens comme Airbus, Ariane, sur des sujets scientifiques. Moi, je veux de la concurrence loyale. Et si ça ne va pas, on rompt les négociations et on dit à nos partenaires, on ne joue plus. Moi, je ne joue pas avec des tricheurs. J'ai jamais joué à un match de foot avec des tricheurs. Alors, autre, mais vous n'êtes pas obligé d'applaudir à chaque fois parce que... Oui, pour se réchauffer alors. Question. Et je répondrai, pardon, j'ai oublié sur le CSA, oui, on portera plainte au CSA, mais de toute façon, je vais vous dire, moi je pense que les Français ne sont pas dupes. Macron le matin à la télévision, Macron l'après-midi à la télévision, Macron le soir à la télévision. Moi je vais vous dire, ne vous en faites pas, ça va faire fuir les Français parce qu'à un moment, ils en auront ras-le-bol. On se croirait dans une république bananière ou dans certains pays africains où on voyait le président, que le même président toute la journée. Vous en faites pas, les Français ont du bon sens. À force de voir Macron à la télévision, ils vont prendre leurs responsabilités. Je peux vous dire qu'aux européennes, ils vont tout faire pour faire battre Macron et on se mobilisera pour ça. Parce que ras-le-bol, des heures de télévision, ça suffit. Hein. Ça commence à durer, oui. Là, vous êtes gagné. Hein. Si l'audience baisse, ils ne mettront plus. Monsieur. Micro. Si vous pouvez vous présenter juste. Je ne comprends pas. Si vous pouvez Alain vous présenter. Abran, Oise, Noyon. Je ne comprends pas pourquoi vous avez cédé aux injonctions d'un petit marquis du PAF qui s'appelle Yann Barthès, qui vous insulte et qui insulte la droite depuis des années en toute impunité, en notant des listes de Debout la France, Emmanuel Gave. Et deuxième question, dans un autre domaine qui sera plus dans le débat d'aujourd'hui, vous, gaullistes, comment acceptez-vous malgré tout qu'il y ait en France un Conseil d'État qui soit une institution par nature antidémocratique et qui passe par ces décisions prises par des gens que personne ne connaît et qui sont nommés par on ne sait qui, passe au-dessus des lois qui sont votées pour les députés. Voilà. Alors je vais vous répondre tout de suite. Je réponds vite. Tu me dis. Première question, je respecte, je suis élu de la République, je respecte les institutions de la République, mais je mène un combat politique justement pour changer les règles du jeu. Donc c'est évident qu'il y a une politisation de la justice qui est insupportable. Et j'ai proposé que les magistrats ne puissent plus appartenir à des syndicats. Parce que c'est ahurissant de voir des magistrats appartenir à des syndicats politiques. Sur l'affaire de Madame Gave, je m'en explique très clairement. Je n'ai rien cédé à M. Barthès et autres. Mais ne feront jamais partie de ma liste des personnes qui ont des propos qui sont contestables. Et il n'y avait pas que ce propos-là, il y en avait beaucoup d'autres. Et il y a un moment, nous sommes des patriotes, nous n'obéissons à aucune injonction de la presse, mais jamais je ne porterai des propos xénophobes, d'où qu'ils viennent, même de mes amis. Et il y a un moment, j'ai dit stop, c'est tout. Et je n'accable personne, c'est une femme compétente. Elle a peut-être écrit ça auparavant, et c'est vrai qu'on exhume aujourd'hui, mais nous sommes attachés à des principes. Voilà, et ces principes, moi, je ne transigerai jamais dessus. Et j'ai renoncé à beaucoup en faisant ce geste, mais dans la vie, je crois qu'on attend des hommes politiques l'exemplarité. Et c'est pas parce que parfois la presse dit des choses justes, et que c'est la presse que je devrais faire l'inverse. C'est comme ça, c'est triste. J'avais prévenu, j'avais mis en garde la personne, je lui avais demandé de changer d'attitude, ça n'a pas été le cas. Il y a une loi qui... Tout le monde obéit, on est un groupe, et je vais vous dire, je vais un peu plus loin. Si les Français n'ont pas voté pour nous à la présidentielle, en 2017, c'est qu'ils étaient inquiets. Beaucoup de gens ont voté Marine Le Pen, que j'ai soutenue au second tour, tout le monde le sait, ça m'a assez valu de critiques. J'assume ce choix. Pour autant, c'est normal que je tire les leçons aussi de ce qui n'a pas marché.
Et je pense que les Français attendent de notre part, pour gagner demain, face à Macron, un programme très crédible, très sérieux, une exemplarité de comportement. Je pense qu'on gagnera et qu'on changera le pays avec les Français honnêtes, travailleurs, sérieux, et que si nous ne le sommes pas au sommet, personne ne peut nous faire confiance. Et c'est parce que pendant trop d'années, les partis politiques ont fait des accommodements, voilà, et que les Français n'ont plus confiance dans la politique. Donc moi, c'est au scalpel, je suis désolé, il y a un moment, il faut être carré. Je suis désolé, c'est comme ça. Une question sur les services sur le publics. futur, ça veut dire très clairement. Je vais vous donner un exemple. Mais, bon, on fera. Alors, question locale d'abord. Hein, des questions pratiques des questions de la politiques, région. Les questions politiques, vous les avez à la télé tout le temps. Monsieur, une question. Deux questions. J'ai deux casquettes. Donc, je suis là en tant qu'élu d'un territoire rural, une petite commune de moins de 1000 habitants, et je suis aussi administrateur à la Cave de l'Aisne. Donc j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à nos territoires ruraux, la casse des services publics, les réductions de fonctionnaires qui découlent de tout ça. Ça, c'est mes questions par rapport au rural. Et puis par rapport à la politique familiale, le problème du quotient familial. La politique familiale doit être pour tout le monde, peu importe le quotient familial. Et là, il est en train de tout démonter. Alors, ce sont deux questions très graves. La première question, enfin, je commence par la deuxième. Sur la politique familiale, c'est quand même incroyable. On avait une belle politique familiale en France qui explique qu'on avait le taux de natalité d'Europe avec l'Irlande le plus important. Même Mitterrand n'avait pas touché à la politique familiale d'avant. Même Mitterrand n'avait pas touché. C'est François Hollande qui a commencé à faire des économies là-dessus, avec Emmanuel Macron, parce qu'on oublie qu'Emmanuel Macron, il était quand même ministre des Finances de Hollande. Hein, personne... Voilà, là, il est tombé du ciel, comme ça. Et c'est la destruction de la politique familiale. C'est tragique. Pourquoi? Parce que nos retraites, dans un système de répartition, elles reposent sur les jeunes générations qui payent les retraites des anciens. Si la démographie s'effondre, il n'y a plus de retraite. Voilà pourquoi il est complètement stupide de mettre en cause la politique familiale, parce que ça fait faiblir le taux de natalité qui a commencé à baisser, et à terme, ça veut dire qu'on aura un problème de retraite. Et pourquoi ils font ça? Il y a une explication. C'est parce qu'ils veulent nous mettre la capitalisation. Vous verrez ce que je vous dis. Et pourquoi ils vont détruire les réversions? Et pourquoi M. Delevoye nous prépare une réforme des retraites tragique? C'est parce qu'après, ils diront aux Français, voyez, la réforme, la répartition, ça ne marche pas. Vous devriez aller dans les banques, mettre de la capitalisation. Et puis, ça fera de l'argent pour les marchés financiers, les amis de M. Macron, parce que c'est quand même les marchés financiers qui ont mis M. Macron au pouvoir. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Et donc, ça, c'est ce qui est en train d'être prévu derrière. Voilà pourquoi il faut absolument maintenir les prestations familiales et revenir sur les réformes qui ont été faites. Voilà pourquoi aussi il faut réindexer les prestations familiales, parce que ce n'est pas que les retraités qui sont désindexés sur l'inflation, c'est aussi les familles. Et je suis aussi, je ne vous cache pas, peut-être vous faire choquer, je suis pour qu'on plafonne les allocations familiales au-delà de 4 enfants, parce que je pense qu'il y a aussi parfois dans certaines banlieues une utilisation des allocations familiales qui n'est pas très... Voilà. Bon, donc moi je vous dis franchement les choses. Il faut qu'on renforce les allocations familiales pour de 1 à 4 enfants et pour permettre aux jeunes générations d'avoir les enfants qu'ils désirent. Et c'est terrible ce qui se passe. Deuxième point, sur le monde rural, très vite. Tout l'argent va aux métropoles. Voilà. C'est un scandale absolu. Moi, j'ai travaillé avec Charles Pasqua. C'est le dernier qui avait fait la politique d'aménagement du territoire en 93, pardon. Dernière grande loi d'aménagement du territoire. Il y a un phénomène d'attractivité des métropoles. Bon, ça, c'est une réalité. Face à ça, il y a deux solutions. Soit la solution, on met tous les crédits pour renforcer ce phénomène. Les gens sont malheureux dans les métropoles parce qu'ils vivent mal. Moi, je suis élu de banlieue parisienne. Les gens viennent me voir en permanence, me dire quand est-ce qu'on peut déménager, on rêve d'aller vivre en province, mais on ne trouve pas de boulot. Mais on passe 1h30 dans les transports à l'aller, 1h30 au retour. On est dans des petits appartements hors de prix. Il y a des voyous partout. On n'a qu'une envie, c'est d'aller à Berlancourt. Mais il n'y a pas de boulot à Berlancourt. Il n'y a pas de boulot à Berlancourt. Quand on traverse la rue à Berlancourt, on tombe sur un champ de betteraves ou voilà. un champ de patates. Et donc l'enjeu,
Vous voyez bien que l'enjeu, c'est de répartir autrement les crédits. C'est vraiment de répartir. Et dans mon programme, je ne sais pas si on vous a apporté mon programme. Je ne sais pas si où est mon équipe, Grégoire, si on a apporté le programme. On l'a apporté C'est grand le débat programme. national, pas de Ben, politique. si on n'a pas, c'est pas de politique, c'est notre programme. Je rigole. Non, mais on a fait des propositions dans le cadre Oui, du grand débat. Ouais, ça doit être quelque part dans un... On a fait des propositions. Et j'ai proposé quoi? 32 milliards d'économies sur les gaspillages. Parce que c'est votre argent. Hein. 32 milliards d'économies sur les gaspillages, le train de vie des élus. Sur l'immigration, je suis désolé de le dire. Sur la facture de l'Union européenne. Je vais revenir à la question tout à l'heure.